Bienvenidos a todos y todas. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce rendez-vous de l'expertise exceptionnelle puisque nous sommes à Mexico, la sémillante capitale du Mexique, un grand émergent de près de 130 millions d'habitants avec pour voisin direct au nord les États-Unis, un peu plus loin le Canada, trois pays qui accueillent la Coupe du Monde. L'occasion pour Expertise France de venir ici se pencher sur une thématique clé, le travail décent. Expertise France, c'est l'agence de coopération technique internationale et ces rendez-vous de l'expertise, ce sont des temps de débat, de conversation, de dialogue autour des grands enjeux de développement et au cours desquels nous faisons se croiser des regards d'une grande diversité, des penseurs, des artistes, des membres d'organisations de la société civile, mais également des représentants d'institutions nationales et internationales. Travail décent, transformer les transitions économiques en levier de justice sociale, c'est le titre de ce rendez-vous de l'expertise et c'est parti pour notre panorama. Le travail décent, c'est d'abord un travail productif qui assure un revenu équitable, des droits, une protection juridique et qui soutient et participe à une croissance économique durable. C'est un défi mondial. Selon l'Organisation internationale du travail, 60% de la population active à travers le monde travaille dans l'informalité. Toutes ces personnes n'ont pas de contrat, pas de protection juridique, pas de cotisation sociale. Ce sont des travailleurs vulnérables. Le travail décent, c'est l'objectif de développement durable numéro 8. Ici, au Mexique, 55% de la population active travaille dans l'informalité. Ce sont 32 millions de Mexicains et de Mexicaines qui sont des travailleurs vulnérables. De récentes réformes fédérales ont permis des avancées. La hausse, par exemple, du salaire minimum a contribué à faire sortir de la pauvreté des millions de Mexicains et de Mexicaines. Mais le chemin qui mène au travail décent pour toutes et tous reste encore long. De tout cela, il sera question et de bien d'autres sujets également lors de ce rendez-vous de l'expertise qui commence sans plus attendre par une interview avec le secrétaire général de la Conférence interaméricaine de sécurité sociale. José Pedro Kumamoto Aguilar, hola, Gallagher, ¿cómo está? Ça va Très bien. Très bien. Merci de nous accueillir au sein de cette noble et historique institution, à savoir la Conférence interaméricaine de sécurité sociale, dont vous êtes le secrétaire général. Vous êtes, j'allais dire, le secrétaire général d'une organisation qui promeut la coopération, le renforcement des systèmes de sécurité sociale sur tout le continent américain. 36 nations, on voit les drapeaux qui sont représentés. Elles y sont toutes, une seule qui fait exception, les États-Unis. Alors, en préparant cette émission, vous m'avez expliqué que la principale problématique à laquelle, ou plutôt la plus difficile à laquelle vous êtes confronté, c'est le travail informel. Qu'est-ce qu'il représente ce travail informel à l'échelle de ce continent américain? Bueno, primero, gracias por estar aquí, merci. Creo que el hecho de que estemos hablando para muchos países que han visto la tradición de la seguridad social en Francia, no es una sorpresa que estemos justo, como bien mencionabas, en este lugar histórico de la seguridad social. ¿Qué es el trabajo informal y qué hay detrás de ello? Bueno, pensemos particularmente en personas, en personas como María, no Marie, pero María también, y Juan, que ellos cuando salen a trabajar lo hacen en este esquema porque aprendieron que era lo más sencillo. ¿Por qué? Porque muchas veces son trabajos que son remunerados casi inmediatamente en el día. En el efectivo. En efectivo, on cash, sin pagar impuestos. Y ellos han generado para sí, para María y Juan, han pensado que esto es la mejor vía, la vía más conveniente, más rápida, que les da acceso a la posibilidad de pagar la comida de sus hijos o quizás a lo mejor incluso, en México diríamos, hasta un gustito, un pequeño privilegio, ser indulgentes consigo mismo. Pero detrás de ello no solamente está esta facilidad y esta rapidez con la que pueden comprar algo, también hay una historia llena de barreras, sufrimiento e invisibilidad. ¿Por qué lo digo? Porque si tú trabajas en un puesto de comida al lado del metro de la Ciudad de México, no tienes la garantía de un contrato. Eso significa que no sabes si vas a seguir trabajando ahí o no el día de mañana, o si porque hoy amaneció de mal humor el dueño, te dice vete. Segundo,
muchas veces los ingresos son variables. Es decir, si hoy vendo mucho, gano mucho, pero si vendo poco, quizás ni siquiera pueda darle de comer a mis hijos. Esta incertidumbre es lo opuesto a tener un contrato, seguridad social, estabilidad y claridad para poder planificar tu vida. Y algo muy importante, esta persona no sabe qué puede hacer porque no ha conocido opciones legales y formales que le permitan participar de la economía. Por otro lado, tampoco tiene herramientas políticas para poder cambiar esto. ¿Por qué? Porque los sindicatos no he escuchado mucho y lo que he escuchado es que son malos o que hacen manifestaciones, Sí. lo cual pues va en contra de la realidad, que los sindicatos son necesarios y muy importantes en el esquema de la seguridad social. Finalmente también hay algo muy importante. Para quienes les va bien, es mala la informalidad o este trabajo porque tratan de aparecer lo menos posible en la conversación pública. Que no te des cuenta que me está yendo bien. Y es más, si me está yendo muy bien, aún así voy a mantener el mismo puesto pequeño o este mismo trabajo porque no quiero que la gente se entere. Y el gobierno, el SAT, que es el espacio tributario, la Oficina Tributaria de México, no quiero que me vean. Entonces voy a permanecer muy pequeño, muy reducido, ¿no? Alors, vous parlez de cette incertitude, cette vulnérabilité, Exacto. cette invisibilisation de ces travailleurs qui sont précaires, vulnérables, vous le disiez. L'objectif, c'est évidemment d'atteindre le travail décent pour toutes et tous. Pourquoi est-ce que c'est important, sur ce chemin qui mène au travail décent pour toutes et tous, d'être accompagné par la France et par Expertise France? Completamente. El último punto que quería mencionar, porque creo que se por liga favor. directamente a por qué estamos trabajando con Francia como socio, es la falta de seguridad social. Es un derecho humano, pero lamentablemente muchos países, como puede ser México, se ha reducido al tema de si trabajas formalmente, tienen seguridad social. Viendo esto, Francia, viendo que países como Haití o como Bolivia tenían el 80% de informalidad y que solamente algunos afortunados como Bahamas o Barbados o Chile tienen menos de 30, Francia nos ha acompañado desde que arranqué mi trabajo de secretario general el año pasado con un proyecto de formación y de trabajo técnico para poder identificar cómo podemos impulsar la formalidad y con ello la seguridad social. Por eso estoy muy contento, porque lo que yo me he topado es un socio, digamos una persona... Un partenaire. Exacto, y muy apasionados por la seguridad social y finalmente alguien que no viene como un profesor y te regaña y te dice que hiciste mal y cómo tienes que hacerlo, sino una persona con un acento un poco raro que te acompaña en español para cambiar esto. C'est un esprit de coopération, de Totalmente. collaboration. José Pedro Kumamoto Aguilar, muchísimas Muchas gracias. gracias encore une fois. Merci infiniment de nous accueillir dans cette conférence interaméricaine de sécurité sociale dont vous êtes Merci le secrétaire général. Et puisqu'on parlait d'Expertise France à l'instant, pourquoi ne pas nous y rendre pour notre habituelle et bref séquence parisienne? C'est notre dialogue avec. Comme promis, nous avons le plaisir d'être rejoints par le directeur général d'Expertise France, Jérémy Pellet. Bonjour, ça va? Bonjour Gallagher, ça va très bien, merci. Alors, aujourd'hui, nous parlons de travail décent tout au long de ce très beau rendez-vous de l'expertise. Nous nous penchons sur la transformation des transitions économiques en levier de justice sociale, ce qui amène une première interrogation sur la manière dont Expertise France se mobilise sur et autour des enjeux du travail décent. Alors le travail décent, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu majeur de création de richesse pour les travailleurs et c'est un enjeu majeur de cohésion sociale. Donc c'est normal que pour une agence de développement, on se positionne sur ce sujet. On a une dizaine de projets en cours, 150 millions d'euros dans le monde sur cette dimension qui recouvre à la fois le sujet de formalisation de l'économie, qui est un enjeu majeur dans beaucoup de pays, un enjeu de travail sur le renforcement des institutions pour leur permettre d'accompagner les travailleurs sur cet aspect-là et de protéger leurs droits. Un enjeu de dialogue social, parce que ça se passe aussi avec les syndicats, avec les partenaires sociaux sur le terrain. Et puis un enjeu majeur d'entraîner le secteur privé pour
mettre en œuvre les solutions opérationnelles en matière de travail décent. Pourquoi est-ce que c'est pertinent, selon vous, ça a été votre choix, d'organiser ce rendez-vous de l'expertise sur la thématique du travail décent au Mexique? Alors c'est important d'abord parce que nous fêtons cette année le 200e anniversaire des relations d'amitié et diplomatiques franco-mexicaines, une année aussi de Coupe du Monde de football au Mexique, et puis le Mexique c'est un pays à la fois un grand émergent, très intégré économiquement avec les États-Unis, avec le reste de l'Amérique latine, mais avec des enjeux aussi importants de formalisation de l'économie. La moitié de son économie reste aujourd'hui informelle, et un sujet de transformation sociale majeure. Le Mexique souhaite s'engager sur un renforcement de ses institutions sur le travail décent. Donc on travaille, on accompagne le Mexique avec nos partenaires espagnols sur des sujets comme l'automobile, comme le tourisme, comme le transport, et avec l'Agence française de développement sur les sujets du soin, du care. En équipe France, comme on dit. Alors justement, vous parlez d'accompagnement avec des partenaires. Peut-être terminer, si vous le voulez bien, par un ou deux exemples concrets qui permettent d'illustrer la manière dont Expertise France accompagne des opérateurs, des partenaires, parfois institutionnels, sur cette question du travail décent. Alors très concrètement, qu'est-ce que ça prend comme forme ? Sur le Mexique, par exemple, il s'agit du travail avec les entreprises pour travailler sur des chaînes de valeur, avec les institutions telles que le ministère du Travail pour former un certain nombre d'inspecteurs du travail, former aussi des jeunes sur ces sujets-là. Et on le fait évidemment en partenariat avec un certain nombre d'acteurs. Je citais évidemment l'Agence française de développement qui a un certain nombre de prêts de politiques publiques qui financent ces politiques-là, en particulier sur l'Amérique latine. Je pense évidemment à l'Europe et à travers notre programme régional Société inclusive, nous travaillons à l'échelle du continent sur ces sujets-là. Je pense à un acteur comme la Banque interaméricaine de développement et Proparco et l'ensemble des acteurs qui financent le secteur privé. Donc c'est un travail de groupe, c'est un travail qui s'inscrit aussi pleinement dans les priorités de l'Union européenne, ce mouvement Global Gateway de renforcement de l'action du secteur privé dans l'ensemble des pays en développement. Le travail décent, on l'entend dans votre voix, une thématique véritablement universelle. Jérémy Pellet, directeur général d'Expertise France, merci encore. Sans plus attendre, on retourne tout de suite sur le terrain à Mexico. Retour donc dans ce magnifique, historique bâtiment de la Conférence interaméricaine de sécurité sociale, une institution qui date de 1942, date de sa fondation. Ce bâtiment, en revanche, lui, il date de 1962. Il est absolument magnifique, très imposant. C'est donc le temps est venu de lancer notre première table ronde, informalité et nouvelles formes d'emploi. Quel levier pour protéger les travailleurs? C'est notre premier grand angle. Et cette conversation, on va la lancer avec vous, notamment David Scott Kaplan. Hola, bonjour, hello. Vous êtes spécialiste principal des marchés du travail à la Banque interaméricaine de développement, la BID, dont Jérémy Pellet, à l'instant directeur général d'Expertise France, nous parlait. Vous contribuez à la conception et à la mise en œuvre de réformes structurelles telles que la formalisation de l'emploi sur le continent latino-américain. Merci, docteur Kaplan, d'avoir accepté notre invitation. Rosana Stanchi, salve, bonjour, hola, hello. Vous êtes représentante pays d'AFSI au Mexique, une ONG internationale spécialisée dans le développement humain, la coopération. Vous mettez en œuvre des projets qui visent à promouvoir l'inclusion sociale, le travail décent, bien sûr, la protection aussi des plus vulnérables. On va en parler ensemble. Merci, Madame Stanchi, d'avoir vous aussi accepté notre invitation. Señor Omar Nassif Estefan, hola, bonjour. Vous êtes directeur général de prévision sociale et unité travail décent au ministère du Travail ici au Mexique. Vous supervisez la conception, la mise en œuvre de politiques publiques
visant à réduire l'informalité et à protéger les travailleurs. Merci, Monsieur et Stéphane, d'être parmi nous. Et puis, à distance, nous avons également Florence Dumontier, qui est en direct, je crois, depuis Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Vous êtes responsable de la coopération internationale à France Travail. On a hâte de vous entendre également, Madame Dumontier. David Scott Kaplan, spécialiste principal des marchés du travail pour la Banque interaméricaine de développement, la BID. On va tout de suite, ensemble, si vous le voulez bien, rentrer dans le vif du sujet. Comment les réformes structurelles, que ce soit celles des systèmes de retraite ou de sécurité sociale, peuvent-elles, selon vous, être conçues pour mieux couvrir ces travailleurs informels dont il va beaucoup être question durant ce grand temps de conversation? Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Yo creo que no nos damos cuenta de la manera inadecuada, en mi opinión, en que vinculamos derechos universales al mercado laboral. Solo voy a dar un ejemplo, pero hay varios. Nos hemos acostumbrado a que la atención médica que uno recibe depende estrechamente de su situación laboral. Algunas personas aquí en México tienen derecho a los servicios médicos del IMSS, otros de otros sistemas. Y cuando una persona va cambiando... El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Social, del IMSS, Seguro l'Institut Social, Mexicain de Sécurité Sociale. Y por cierto, a medida que las personas van cambiando de trabajo, su servicio médico cambia de un lugar a otro. En primer lugar, si consideramos, y creo que la mayoría consideramos que la atención médica es un derecho universal, es una manera muy extraña de proporcionar, de entregar los servicios médicos que son un derecho universal. Ahora, ¿qué tiene que ver con la regulación laboral? Cuando uno empieza, por ejemplo, a diseñar una reforma de la regulación de los trabajadores de las plataformas electrónicas como Uber, Rappi, forzosamente algunas decisiones que se tienen que tomar. Si la persona trabaja X número de horas, ¿es suficiente para la atención médica del IMSS? ¿O se necesita ganar un poco más o trabajar un poco más? ¿Sí o no? Forzosamente habría decisiones que se tienen que tomar que después parecen ser no óptimas. Porque si trabajé 1 hora menos, no me dan el servicio médico que quiero. Ahora, si tuviéramos, y en América Latina el único ejemplo que conozco es Brasil, si tuviéramos un sistema de salud en que la atención médica no tuviera nada que ver con la situación laboral, estoy seguro que primero sería mejor para la población en cuanto a su atención médica. Y segundo, para la regulación laboral, la regulación de seguridad social, no habría la necesidad de tomar estas decisiones de a quién excluir, a quién no. Y por último, hablando de la productividad, si ese sistema universal se financia con impuestos generales y no con contribuciones a la nómina, incluso reduce el costo del empleo formal. Vous avez abordé beaucoup de sujets fondamentaux, Dr Kaplan, je vous en remercie. L'idée d'une sécurité sociale universelle, l'idée de ces éventuelles conditions pour y accéder justement avec des réformes peut-être nécessaires qui vont en ce sens. Je voudrais me tourner vers vous à présent, Rosana Stanchi, représentante pays de l'ONG AFSI ici au Mexique. Comment est-ce que vous, avec AFSI Mexique, concrètement, vous faites pour traduire les politiques publiques en actions de terrain, notamment pour garantir la couverture des personnes les plus vulnérables, les migrants, par exemple? Bueno, muchas gracias por la oportunidad también. Yo diría, hay dos aspectos. Uno es el aspecto del contexto, y el contexto evidentemente depende de la ley, de la legislación, de los incentivos, de los controles, etc., ¿no? Y esto es tarea del Estado y del gobierno. Pero hay un aspecto de los sujetos, que son los sujetos sociales que conviven en este contexto, que no son individuos aislados y que interactúan con el contexto, donde es fundamental que
que este contexto les ayude a crecer humanamente, profesionalmente y como personas. Entonces nosotros como organización de la sociedad civil y conforme además a la misión de AFSI, que es promover la conciencia de la dignidad de las personas humanas, de sus derechos, para que las personas puedan ser protagonistas del desarrollo propio de su comunidad, nosotros acompañamos precisamente a las personas a insertarse en este contexto. En específico, si pienso a los jóvenes, hablaba de personas vulnerables. Yo me atrevería a decir que después de la pandemia COVID-19, lo que hemos notado es que la juventud tendencialmente es vulnerable. ¿Por qué? Porque ha vivido y proviene de un contexto de aislamiento. O pienso los migrantes que tienen el reto de insertarse en un contexto nuevo, que no es el contexto en el cual han crecido normalmente. Entonces, tarea nuestra principalmente es la de acompañar a estas personas, individuar a estas personas, acompañarlas y favorecer el diálogo entre los distintos actores sociales, que en este caso es gobierno, empresas, empleadores, jóvenes, etc. Alors justement, dans le cadre de ce dialogue, notamment avec le gouvernement, les institutions gouvernementales, ça tombe bien puisque nous avons Monsieur Omar Nassif Estefan qui représente le ministère du Travail ici au Mexique. Très concrètement, quelles mesures le ministère mexicain du Travail met-il en place pour protéger notamment les travailleurs des plateformes numériques dont on sait qu'ils sont souvent parmi les travailleurs les plus vulnérables? Muchas gracias. Pues tuvimos recientemente una reforma en México muy importante al marco normativo, a la Ley Federal del Trabajo, acompañado con una serie de modificaciones a los mecanismos de seguridad social para otorgar protección social y derechos laborales a los trabajadores de plataformas digitales. Gracias a esta reforma, en México los trabajadores tienen una nueva generación de derechos laborales, como pueden ser, por ejemplo, la transparencia algorítmica, el derecho a que se les explique las decisiones del algoritmo, protección contra riesgos de trabajo y, sobre todo, la formalización de decenas de miles de trabajadores en México. Esta reforma es la más exitosa de la cual se tenga registro en México por su impacto en la formalización en el empleo. Cerca de 165,000 trabajadores mensualmente se integraron a la seguridad social en nuestro país, lo cual habla de la magnitud del empleo en plataformas digitales y de la relevancia que retoma, sobre todo en los países del sur global, que tienen problemas estructurales de informalidad. Este es un trabajo que definitivamente ha sido disruptivo por cuanto a cómo se ahorma la realidad del mercado laboral, y lo que hicimos en México fue emprender una reforma con un profundo sentido de justicia social, pero con mucho diálogo, tanto con trabajadores como con empleadores, para poder encontrar un marco regulatorio que funcionara y diera resultados. Merci, Monsieur Estefan. Si je peux me tourner vers vous maintenant, Florence Dumontier, qui représentait la coopération internationale pour l'agence France Travail. Vous êtes actuellement en direct avec nous depuis Abidjan, capitale de la Côte d'Ivoire, où vous êtes en déplacement. Comment votre agence, France Travail en l'occurrence, accompagne-t-elle les travailleurs précaires ou en transition, notamment face à l'émergence de ces nouvelles formes d'emploi, comme les plateformes numériques dont nous parlions à l'instant avec Monsieur Omar Nassif Estefan? Tout d'abord, je voudrais remercier Expertise France pour l'invitation à ce travail tout à fait intéressant. Dans la question, il y a deux sujets. Il y a une dimension tout à fait stratégique sur la question, évidemment, de l'évolution des métiers. Ce qui est vrai pour les plateformes, mais vrai pour l'ensemble des secteurs. Et un des enjeux aujourd'hui que nous avons, c'est d'éviter les stratégies cannibalistiques entre les filières. Et donc, ce que nous pouvons faire sur les plateformes numériques, il est important de pouvoir le répliquer, ou en tout cas le faire avec l'ensemble des filières. Le point, c'est que ce qui est important, c'est que dans chaque pays, il puisse y avoir des fonctions d'observatoire, d'analyse d'évolution des métiers, qui réunissent l'ensemble des acteurs avec les entreprises, les partenaires sociaux, la société civile, pour essayer de capter les tendances et les évolutions. Et ensuite, ça permet effectivement de pouvoir mettre en place... Alors, Madame Dumontier? Ouais. Oui, je ne sais pas si vous avez entendu le chiffre que nous a donné Monsieur Omar Nassif Estefan, où il disait qu'ici au Mexique, 105 000 travailleurs, notamment du secteur lié à ces plateformes numériques, donc ce qu'on appelle l'ubérisation,
s'intègrent en fait dans la formalisation du travail. C'est un chiffre qui est quand même très impressionnant. C'est un peu ça l'objectif dont vous êtes en train de nous parler, c'est-à-dire être capable de quantifier ces progrès et de les voir mis en œuvre de manière très concrète. Les quantifier et en effet les partager avec l'ensemble des parties prenantes du marché du travail. Ce sont les entreprises, les partenaires sociaux, la société civile et évidemment tous les appareils politiques. Il est important que l'enjeu soit partagé à tout niveau. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi mettre en place les dispositifs de formation. Alors aussi bien la formation initiale que la formation continue pour que l'ensemble des workers, des travailleurs, pardon, puissent évoluer et évidemment pouvoir s'insérer sur le marché du travail avec les bonnes compétences et pouvoir du coup répondre aux entreprises. Et de fait, un des enjeux sur le travail des plateformes, c'est toute l'articulation que nous pouvons avoir des politiques publiques et des acteurs du financement. Et avec le Mexique, mais j'en parlerai un tout petit peu après, il y a des choses intéressantes qui se font. Ça, c'était un peu la dimension stratégique. Après, la dimension très opérationnelle, hein, c'était la partie de votre question. Oui. Et c'est le rôle du service public d'emploi que d'accompagner les chercheurs d'emploi dans leurs projets, dans leur insertion, dans la présentation des offres que nous pouvons leur faire et tout l'accompagnement que nous pouvons leur prodiguer, seuls, parfois avec d'autres partenaires, pour en effet occuper ces emplois. Et ça a été dit tout à l'heure, c'est un élément du dispositif, d'un schéma, puisque avec une protection sociale claire et affichée, eh bien, au fond, on peut entamer un cercle vertueux de pourvoi de ces offres et d'évolution des compétences. Merci, merci Madame Dumontier, responsable coopération internationale pour France Travail en direct avec nous depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Docteur David Scott Kaplan, on a abordé brièvement le sujet des réformes qui ont été mises en œuvre ici au Mexique, notamment la hausse du salaire minimum. Quels enseignements vous tirez de l'impact que ces réformes, qu'on appelle ici, je crois, la primavera laboral, le printemps du travail ou ouvrier, quels enseignements vous tirez de la mise en œuvre de ces réformes et est-ce que ce sont des leviers qui pourraient être adaptés peut-être dans d'autres pays de la région également? Claro que sí. Tenemos una ventaja en que dos de estas reformas, bueno, los aumentos del salario mínimo y la reforma de subcontratación laboral, han sido investigadas muy seriamente por investigadores. Y en general la conclusión es, sí, en ambos casos mejoraron las condiciones laborales de las personas, que, bueno, fue su objetivo. Además, no se detectan distorsiones o afectaciones negativas de la productividad. Entonces, creo que la primera lección muy importante es el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores no es necesariamente peleado con el objetivo, también muy importante, de aumentar la productividad. Sí pienso que, revisando la historia reciente de México, otra vez viendo que las condiciones laborales de los trabajadores han mejorado indudablemente, pero en algún momento, y yo diría pronto, además de dar una mayor proporción del pastel a los trabajadores, será importante aumentar la productividad, aumentar el tamaño del pastel y creo que México podría avanzar más en esta dirección. Et Dr Kaplan, si je peux vous relancer, est-ce que le défi, ça n'est pas à la fois de sortir des millions de personnes de la pauvreté et dans un même temps de ne pas créer, justement, comme vous le disiez, de distorsion sur le marché du travail? C'est ça, ces deux défis qu'il faut gérer en même temps? Sí, efectivamente, y creo que hasta ahora hay poca evidencia de que se han creado distorsiones, pero sí creo que la tarea pendiente es, además de eso, aumentar la productividad. Creo que seguir buscando mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero complementarlo con medidas para subir la productividad. Merci, docteur Stanky. Docteur Kaplan, Rosanna Stanky, je me tourne vers vous à présent, représentante pays de l'ONG AFSI ici au Mexique. Est-ce que vous notez peut-être un écart parfois entre ces réformes dont on parlait, donc des réformes fédérales, et la réalité du terrain? Et quand vous notez cet écart, comment est-ce que vous faites au sein de votre ONG pour combler ce fossé
qui sépare parfois la théorie, les réformes, les choix politiques et les réalités que vous rencontrez sur le terrain. Claro, la brecha creo que sea natural y la misma ley la prevé porque los cambios están, no es que a partir de hoy son cambios, sino que pone step, ¿no? Entonces de aquí al 2030 el cambio, entonces hay dos tipos de brecha creo, una brecha de tiempo no es suficiente promulgar una ley para cambiar una mentalidad, aunque la ley es fundamental para una mentalidad nueva. Por otro lado, es normal la brecha porque ningún Estado, gracias a Dios, cubre todo el panorama del sujeto. Y esto porque si no le restaría obviamente protagonismo al sujeto o a las agrupaciones de sujetos en un territorio. Esto puesto, nosotros cómo ayudamos, cómo nos insertamos para ir hacia este cambio de mentalidad, a esta modificación. Seguramente hay puntos clave. Uno, favorecer el diálogo entre actores distintos. El sistema educativo, que a veces no conoce los requerimientos de la empresa. La empresa que tiene cierta rigidez y no conoce los jóvenes que tienen miedo a lo nuevo. Entonces, favorecer el diálogo y el conocimiento, porque de aquí salen las colaboraciones. La formación es la otra palabra clave. La formación en soft skills de los jóvenes y el acompañamiento. Esto, por ejemplo, como tercer sector, el acompañamiento como coacheo, como tutoreo a la inserción, los primeros meses de inserción en el mundo del trabajo. Este acompañamiento es fundamental para la permanencia, la reducción de la rotación del trabajo y también para que los jóvenes se vuelvan sujetos, que quiere decir conscientes de sus derechos. Podría contar episodios sobre esto, ¿no? Como en la fatiga del día a día, en la dificultad, se olvidan el por qué habían emprendido un camino, ¿no? Y entonces esto se vuelve un fracaso para el joven y para la empresa, ¿no? Entonces, conscientes de sus derechos, pero también de sus deberes. Porque si perciben una pertenencia, habrá contribuciones. Y los proyectos, y para que el Estado pueda aportar cambios, se necesitan también contribuyentes. Les droits, les devoirs, le dialogue, la formation pour mener à l'insertion, des notions très importantes et intéressantes. Omar Nassif Estefan, du directeur général de la prévision sociale, l'unité de travail décent au ministère du Travail ici au Mexique. Comment le ministère mexicain du Travail articule-t-il la relation entre la lutte contre l'informalité, la régulation des nouvelles formes d'emploi, mais tout en faisant attention à ne pas nuire à ce qu'on peut appeler l'innovation économique? Muchas gracias. Yo creo que es una pregunta muy interesante y creo que David Kaplan la abordó desde otra perspectiva. Lo principal para nosotros en la Secretaría del Trabajo es cuál es la visión que tenemos y cuál es el objetivo. Y el objetivo es la consecución o la obtención de trabajo digno en el país, que todos los empleos, independientemente de su forma o clasificación, cuenten con condiciones apropiadas y dignas. Partiendo de esto, se vuelven secundarias las otras consideraciones. Esto no quiere decir que para el gobierno de México la innovación o la creación de empresas sea una cuestión accesoria. Por supuesto que nos interesa, como mencionaba David, crear empresas y empleos, ¿no? Lo que sí creo que es que a veces esta dicotomía puede parecer en ciertos grados falsa. Creo que nadie pensaría que el trabajo, que la innovación debería estar peleada con condiciones de trabajo adecuadas. Por más novedoso que sea la modalidad de empleo, creo que tenemos un acuerdo como sociedad en México y en el mundo que cualquiera que sea la forma de este empleo tiene que tener condiciones dignas y apropiadas. Partiendo de ello, entonces la óptica cambia. Y lo que nos ha importado mucho y en lo que hemos prestado mucha atención en todas las reformas que se han implementado y en particular en la reforma de plataformas digitales es que el impacto de las reformas tenga la menor disrupción posible en el mercado de trabajo y en la disponibilidad en el empleo. Esa creemos que sí es una dicotomía en términos de política pública mucho más interesante y a la cual nosotros nos hemos enfocado. Cómo regulamos y que la regulación no tenga como resultado que desaparezca el empleo. J'aime beaucoup cette idée d'établir le travail décent et le trabajo digno comme étant l'objectif et à partir de là,
articuler justement cette relation entre lutte contre l'informalité et nécessité également d'encourager l'entrepreneuriat, l'innovation économique dont vous parliez, monsieur Stéphane. Merci beaucoup. Florence Dumontier, toujours en direct avec nous depuis Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le compte de France Travail, au sein de laquelle vous êtes responsable de la coopération internationale. Tout à l'heure, lors de votre première réponse, vous y veniez, et donc je voudrais vous y amener à ces éventuels enseignements que la France pourrait partager avec le Mexique en matière de formalisation de l'emploi, de protection des travailleurs les plus vulnérables. Oui, tout à fait, merci. Le premier enseignement, c'est que ce que l'on sait des publics dits vulnérables, c'est que ce sont souvent des personnes qui ont des problématiques que je vais qualifier d'extrêmement complexes. Souvent une question d'accès aux droits, une question de compétences, des questions de logement, des questions parfois de formation. Il faut donc avoir une approche, comme on dit aujourd'hui, tout à fait holistique pour pouvoir accompagner ces personnes et je dirais traiter l'ensemble des défis qu'elles ont à relever pour en effet accéder à l'emploi formel. Et finalement, partant de ce constat, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui et on en est tout à fait content avec Expertise France, c'est de descendre la responsabilité, l'ingénierie des solutions au plus près des territoires et de se dire que chaque partie prenante est un des éléments de la solution, à la fois pour ces publics vulnérables, mais aussi pour le marché du travail et la vie économique des bassins d'emploi, Oui. peut-être des États, des régions, en fonction des endroits où on intervient. Et que ce soit au Mexique, mais que ce que nous faisons aussi au Brésil, et ce qu'on essaye de faire aussi avec évidemment la Côte d'Ivoire par exemple aujourd'hui, ce que nous tentons de faire en France, c'est en effet de créer des communautés, des assemblages d'acteurs au plus près du terrain pour pouvoir embarquer l'ensemble des défis qu'il y a à relever pour pouvoir accompagner ces publics vulnérables. Et La deuxième chose, si je peux me permettre, Oui. et aujourd'hui la transformation de la société nous y oblige, c'est d'être créatif et ingénieux. Et c'est ce que nous avons fait au Mexique, c'est ce que nous avons fait aussi au Brésil, c'est de mettre en place des solutions que je vais qualifier un peu parfois de pas de côté, pour pouvoir amener un certain nombre de personnes à rencontrer l'offre d'emploi de façon un tout petit peu détournée. Je pourrais citer l'exemple du sport. Aujourd'hui, au Mexique, au Brésil, et demain en Côte d'Ivoire, on est capable, en travaillant avec les fédérations sportives, d'amener un certain nombre de publics à venir travailler avec le service public d'emploi, un certain nombre d'entreprises qui acceptent de recruter sous ces formats un peu nouveaux, et en effet, d'emmener des personnes vers le service public et vers les entreprises, in fine, avec des méthodes qu'on n'aurait pas imaginées. Et ça nous oblige, tout cela, y compris sur le travail, sur l'approche, sur le curriculum vitae. Quand vous êtes une personne vulnérable, il peut arriver que vous ne sachiez pas écrire vos compétences, votre projet professionnel. Il vient de se dire que parfois, on peut aussi recruter sans le curriculum vitae. Donc, ça nous oblige aussi à de l'ingénierie, de la créativité avec l'ensemble des acteurs. Et je dois dire qu'aujourd'hui, avec beaucoup de pays, et le Mexique, entre autres, nous avons commencé à urbaniser ces façons de recruter avec du succès. Un des enjeux, comme tous les politiques publiques, ce sera évidemment de montrer nos résultats pour que les financeurs aient confiance dans le service public et continuent à investir, puisque au fond, travailler avec le public vulnérable, c'est ni plus ni moins qu'une politique d'investissement social. Je crois que ça a été dit par les précédents orateurs. Oui. C'est vraiment un des enjeux pour, je pense, le monde du travail d'aujourd'hui. Et en trois mots, Madame Dumontier, parce qu'on a parlé beaucoup de ces populations vulnérables, on ne les a jamais définies. Quelle catégorie vous faites rentrer dans cette expression de population vulnérable? On a parlé avec Madame Stanky des migrants. Ce sont quoi, en trois mots? Jeunes, migrants, c'est quoi les catégories qui rentrent dans cette expression population vulnérable, selon vous, Madame Dumontier? Alors, ce peut être en effet les jeunes qui, par exemple, ont un niveau de qualification faible, qui ont été perdus de vue par l'enseignement. Ce peut être aussi les personnes plus seniors qui ont besoin de s'adapter au marché du travail, et ce n'est pas forcément toujours évident lorsque vous êtes senior, que vous avez travaillé une trentaine d'années dans l'industrie et qu'on vous dit demain l'avenir il va être sur une plateforme numérique. Eh bien voilà, comment est-ce qu'on accompagne ces personnes? Et finalement, quand on est confronté à ce nouveau marché du travail, on peut être vulnérable. Ce peut être aussi parfois les femmes qui ont, alors encore aujourd'hui, des combinatoires autour de la garde des enfants qui peuvent freiner l'accès à l'emploi. Donc toutes ces questions-là, il faut les traiter avec, je dirais, l'ensemble des partenaires qui ont les clés de la réussite. Pas forcément tout seul. Il y a vraiment un enjeu de coopération
Alors ça tombe bien parce Merci, qu'avec Madame Expertise France, Dumontier. c'est ce que nous faisons, Merci. mais coopérer, c'est une des clés du succès demain. Merci, Madame Dumontier, pour France Travail en direct avec nous depuis Abidjan, au Côte d'Ivoire. Rapidement, parce qu'il nous reste que quelques minutes, Docteur Kaplan, un mot de conclusion de votre part, toujours autour de cette question de la manière de concilier à la fois flexibilité économique et protection sociale. Votre conclusion sur cette articulation si importante et qui est au cœur de notre conversation sur le travail décent. Sí, un concepto muy básico. Estamos promoviendo o recomendando la neutralidad regulatoria. ¿Qué implica? Ni promover ni castigar las nuevas formas de empleo. Entre más se puede poner las diferentes modalidades en el mismo plano, en el mismo nivel, podemos confiar en que las decisiones que se tomen sean consistentes con la productividad y no como manera de evitar alguna obligación. Merci beaucoup, Dr Kaplan. Rossana Stanky, en quelques mots, pareillement, une conclusion de votre part sur les bonnes pratiques à adopter pour aller vers le travail décent. Tout à l'heure, vous nous avez parlé de formation, de dialogue. Quelques mots sur ces bonnes pratiques locales, s'il vous plaît. Buena práctica, el acompañamiento de los jóvenes, la formación en las competencias y intentar y formación en competencias donde se invitan también empresarios a dialogar con los jóvenes y los jóvenes a visitar empresas, es decir, acercar mundos para que se hablen, para que se descubran, para que nazca el atractivo. Merci infiniment, Rossana Stanky. Omar Nassif et Stéphane, pareillement, en quelques mots, si possible, puisque le temps nous est compté, nous arrivons à la conclusion, au terme de cette table ronde. Peut-être nous parler très rapidement des principaux défis que vous voyez pour étendre la protection sociale à tous ces travailleurs informels. Yo creo que reconocer los limitantes del marco regulatorio que tenemos desde hace 50 años en términos de las protecciones laborales y de seguridad social, y siempre tener una visión de innovación desde la perspectiva pública, pero basada en principios. Creo que es fundamental que la innovación en términos regulatorios esté fundamentada en principios que respeten el derecho de todas las personas a un trabajo digno. Merci infiniment, Monsieur Stéphane. Il est malheureusement temps de conclure cette première table ronde. Il me reste à vous remercier tous les quatre, Omar Nassif et Stéphane, directeur général de prévision sociale, unité travail décent au ministère du Travail ici au Mexique. Gracias, señor Stéphane. Merci, monsieur Stéphane. Rossana Stanky, grazie, merci, gracias. Vous êtes représentante pays de l'ONG AFSI au Mexique. Docteur David Scott Kaplan, spécialiste principal des marchés du travail à la Banque interaméricaine de développement, qu'on appelle aussi par son acronyme la BID. Thank you so much. Gracias. Merci, David, pour tout cela. Et puis, merci aussi à vous, Florence Dumontier, qui étiez en direct avec nous depuis Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où vous êtes en déplacement pour le compte de France Travail, pour laquelle vous êtes responsable de coopération internationale. Allez, on avance et on passe tout de suite à notre séquence Nouveau Regard. En plus d'être très talentueux et attachant, le personnage à la rencontre duquel nous allons est l'une des incarnations les plus importantes d'un courant artistique mexicain majeur, à savoir le muralisme politiquement et socialement engagé. Bienvenido. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Parlez-moi un petit peu de qui vous êtes et ce que vous faites. Bueno, yo soy un muralista mexicano. Mm. Al decir soy un muralista mexicano es que porque me dedico al muralismo mexicano. A ver lo que hace, por favor, porque estamos en un lugar muy especial, ¿no? Aquí. Sí, este es On est dans un endroit très spécial. taller de producción donde se producen murales, bueno, diseño los murales, hago los proyectos, investigo para la obra mural todo lo que implica crear un mural en su historia, en su narrativa, en su épica, ¿no? Et en ce moment même, j'ai l'impression que vous travaillez sur une grande œuvre. Es un mural que estoy realizando en homenaje a las mujeres.
todavía no sé dónde va a quedar. Qu'est-ce que je dois comprendre ici quand je regarde ça? Bueno, no solamente en esta obra, lo que se tiene que entender en el muralismo es lo que yo siempre he dicho, el muralismo tiene códigos, no es pintar grandote, porque muchos piensan que un cuadro grandote hace un mural, y no, porque necesita las bases reales de una obra mural, que son la didáctica, la épica, la narrativa, la arquitectónica, la poliangular, la integración plástica, la cinematografía, la escenografía. De manera general, ¿qué nos dice este taller, este sitio de usted, de su vida, de su obra, de su personalidad, de su vínculo con la humanidad? ¿Qué nos dice este sitio aquí? Bueno, este es un refugio, diría yo, donde puedo desarrollar una obra pensando exactamente en la humanidad, porque no hago muralismo para Ariosto Otero, lo hago para el pueblo, para la gente, para el mundo, sin distingo, sin razas, sin sexos, sin religiones, esto es de todos. Y se lo doy al Estado. Mi obra es del Estado, pertenece al Estado, para que el Estado engrandezca la vida natural del pueblo de México, pero lo comparta con el mundo. De ahí que yo creé una frase que México, el muralismo es el arte monumental de México para la humanidad. Nunca ningún país sobre la tierra ha dado ese tipo de obra que es el muralismo mexicano. Se han pintado cosas grandotas, pero siempre el referente de cualquier artista en otra parte del mundo, ya sea Alemania, Francia, Inglaterra, donde sea, el referente siempre será México. Ahí encuentra un artista, citemos a Picasso con el Guernica, que se le considera un mural. La monumentalidad y la narrativa se refugia precisamente en el mundo del muralismo mexicano, que es milenario, porque además esa es la otra parte. El muralismo mexicano no viene con Vasconcelos en el 1920, que es el que rescata el sentido del muralismo, pero el muralismo mexicano viene de hace 5.700 años. Ariosto Otero Reyes, s'il vous plaît, expliquez-moi cette œuvre que vous avez créée ici. Bueno, esta obra está dedicada primero al mundo del bosque, que ya lo vimos, ¿no? A la naturaleza, pero está hacia la Revolución Mexicana de 1917, que es nuestro sustento real en la historia, por un lado, y lo otro en la petición siempre del muralismo, que es la justicia social. Y luego va hacia los campesinos, ¿no? Está el campesino crucificado en una yunta que se le pone a los bueyes para arar la tierra. Es el campesino crucificado, que todavía está crucificado. ¿Qué nos dice esa obra del tema de la dignidad y del trabajo digno? Mire, la verdad es que, por un lado, el campo, en un 50%, diría yo, está abandonado. Abandonado porque los campesinos, en su pobreza y miseria, que no tienen cómo desarrollar su parcela en el campo, se vienen a engrosar cordones de miseria a la ciudad. O sea, esto tiene mucho que ver eso. Entonces, el que se les dé dinero a los campesinos es importante para que desarrollen su trabajo, pero la vida del pueblo mexicano son los campesinos. Históricamente el campesino ha sido la gran fuerza y es el alimento no solamente de la tierra, sino el alimento de nosotros. Quelle est votre opinion sur une question tellement importante? Est-ce que l'art peut changer la vie des gens? El arte es el único camino que tiene la humanidad para no perder
lo poco que le queda de sensibilidad al humanismo. Humanidad, humanismo. Hay una gran deshumanización que se ha procurado, incluso que se ha alimentado, y que el arte sirve para contener un poco eso y calmar el rencor social de los pueblos. Porque el problema es que tenemos odio social. Nos odiamos los unos a los otros, pero una obra de arte busca apaciguar. En el caso México, que somos un universo de creadores de arte, por esencia milenaria, por la grandeza de nuestro país en miles de años, siempre hay una fuerza creativa para compartir con la humanidad, que son las artes de México. En estos momentos históricos de violencia en el planeta y cuando el guerrero del norte nos quiere avasallar e invadir nuestro país, los únicos misiles que tenemos en nuestra cultura, nuestra grandeza, son las artes, y obviamente yo siempre pongo por delante el muralismo mexicano. Por eso el muralismo que yo hago le pertenece a mi país, le pertenece a mi patria, le pertenece a nuestro mundo. Es un legado, es mi legado a mi país, es mi obra lo que hago. Ariosto Otero Reyes, muchísimas gracias. Merci infiniment pour vos lumières et pour toutes ces belles paroles. Gracias a ustedes y gracias a la comunidad europea por este interés en nuestro país y en el muralismo. Es muy valioso para nosotros. Por supuesto, Muy valioso. évidemment, avec plaisir. ¿No? Merci. Gracias. Retour donc à la conférence interaméricaine de sécurité sociale dans cette illustre, magnifique et noble institution pour cette deuxième table ronde qui s'intitule « Du cadre normatif à la pratique, garantir des conditions de travail décentes sur le terrain ». C'est notre deuxième grand angle. Et ce temps de conversation, on va notamment l'entretenir avec vous, Peggy Martinello, qui est en direct depuis vos bureaux à Madrid, en Espagne. Vous êtes directrice du département administration publique et affaires sociales à la FIAP, c'est l'acronyme qui veut dire Fondation pour l'internationalisation des administrations publiques. Concrètement, votre fondation, eh bien, elle est homologue de Expertise France. C'est donc une agence de coopération technique internationale. C'est l'homologue espagnol de Expertise France. Merci Peggy d'avoir accepté notre invitation. Eduardo Leport, bonjour. Hola. Vous êtes directeur et expert principal du projet EU for Decent Work de l'Union européenne qui est mis en œuvre ici même au Mexique par Expertise France. Vous êtes spécialiste des enjeux de formalisation économique et sociale en Amérique latine. Gracias, merci Eduardo de partager vos connaissances avec nous. Luisa Obrador Garrido, hola, bonjour. Buenos días. Buenos días. Vous êtes directrice du service d'affiliation et de recouvrement de l'Institut mexicain de sécurité sociale. On a déjà entendu cet acronyme prononcé lors de la première table ronde, l'IMSS. Vous êtes experte notamment en système de sécurité sociale. Merci d'être parmi nous pour cette conversation. Et juste une petite précision pour celles et ceux qui sont avec nous depuis le début de cette émission. À l'instant, je parlais de l'IMSS, qui est l'Institut mexicain de sécurité sociale, qui est une organisation à vocation locale, donc purement mexicaine. Et tout à l'heure, nous avions le directeur, le secrétaire général de la CISS, qui est la Conférence interaméricaine de sécurité sociale, qui, elle, a une vocation régionale. Alejandro Rangel Segovia, hola. Hola. Bonjour. Vous êtes un représentant du syndicat des travailleurs de l'industrie métallurgique, mécanique et automobile au Mexique. Ce syndicat, c'est le SITIM, S-I-T-I-M-M. Vous êtes engagé dans la défense des droits des travailleurs, donc dans ces secteurs clés. Merci, Monsieur Segovia, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Peggy Martinello, si je peux commencer avec vous, s'il vous plaît, en direct depuis vos bureaux à Madrid. Comment la FIAP accompagne-t-elle les pays d'Amérique latine dans la formalisation du travail et la promotion du travail décent, el trabajo digno, comme on dit ici? Eh bien, merci, bonjour, et merci aux collègues également d'Expertise France pour l'invitation. Voy a pasar al español, tal vez, para Sí, por facilitar favor. la conversación posterior.
Bueno, en primer lugar, una reflexión inicial. Creo que es fundamental situar la magnitud del problema de la informalidad laboral en América Latina, ¿no? En toda la región. Un dato fundamental: en México más de la mitad de la población activa está en situación de informalidad. En algunos países nos ubicamos en más del 60%. Son datos que nos llevan a pensar, a dimensionar las implicaciones para la acción pública. ¿Esto qué implica? Implica que el Estado tiene muchísimo menos recursos en términos de recaudación fiscal, en términos de cotizaciones sociales, y por lo tanto tiene menos palancas para accionar dispositivos públicos. Una vez dicho esto, ¿qué hacemos desde la Fundación, desde la FIAP, y cómo apoyamos políticas de formalización? Bueno, la FIAP, lo has dicho, Gallagher, somos una fundación pública del Sistema de Cooperación Española y nos dedicamos a acompañar políticas públicas, instituciones públicas. ¿De qué manera? Creando espacios de aprendizaje con sus homólogos, ¿no?, entre distintos países, donde las instituciones pueden compartir sus experiencias, pueden aprender y pueden adaptar políticas a sus contextos nacionales. En materia de formalización no hay una única tecla que se pueda tocar, ¿no? Es fundamental trabajar desde distintas dimensiones. Entonces, ¿qué hacemos en América Latina? Pues para dar un ejemplo, trabajamos con las inspecciones de trabajo, trabajamos con las instituciones de protección social, con las agencias de servicios públicos de empleo. Antes había una persona, ¿no?, de France Travail. Acompañamos en los dispositivos también de reconversión profesional frente a los desafíos de las transiciones digitales o transiciones verdes. Y un último dispositivo en los que también trabajamos, no voy a insistir porque imagino que podremos debatir más, son los espacios de diálogo social, ¿no? Ahí también hay todo un campo que tiene que ver con la formalización. Pero me detengo aquí. Merci, merci Madame Martinello. Attention, la table, elle tremble un petit peu, donc il ne faut pas la toucher la table, sinon votre caméra, elle tremble un petit peu, mais c'était très très clair ce que vous avez expliqué. Eduardo Leport, si je peux me tourner vers vous à présent, je le disais en vous présentant, vous êtes l'expert principal, vous dirigez le projet EU for Decent Work ici au Mexique. Est-ce que vous êtes capable de quantifier, de qualifier les progrès qui ont déjà été réalisés en direction de la formalisation du travail, et comment est-ce que ces progrès s'intègrent dans le contexte plus large de la coopération internationale sur cette question du travail décent? Muchas gracias. En primer lugar, es importante remarcar que México está transitando en un camino que ha colocado a la agenda del trabajo digno en el centro de sus políticas públicas. Esto es muy importante porque ha promovido mejoras en el trabajo de calidad, incrementos en el salario mínimo, reformas laborales que han mejorado significativamente las condiciones laborales y salariales de la población trabajadora. Sin embargo, la cuestión central sigue siendo aquí la permanencia, como se decía, de la informalidad económica. Este es un desafío clave para el futuro y así lo ha establecido el gobierno, fijando una meta muy concreta de reducción de la informalidad laboral para los próximos años. En ese marco, la cooperación europea, especialmente a través del proyecto EU for Decent Work, brinda una colaboración técnica integral en distintos campos. Como se dijo, abordar la informalidad requiere trabajar sobre distintas dimensiones. Y de esa manera lo hacemos fortaleciendo los servicios de empleo, de intermediación laboral, la política de inspección del trabajo, los sistemas de cuidados y de protección social, pero también mejoras regulatorias y de simplificación administrativa que coadyuvan a una mejora en las posibilidades de acceso al mundo de la formalidad laboral. Es también una forma en la cual la cooperación europea contribuye a la agenda Global Gateway de inversiones estratégicas, promoviendo un entorno más propicio para las inversiones productivas. Merci Eduardo Leport. Luisa Obrador Garrido, si je peux me tourner vers vous, je rappelle que vous êtes directrice du service d'affiliation et de recouvrement de l'Institut mexicain de la sécurité sociale, l'IMSS. Comment l'IMSS que vous représentez utilise-t-il les leviers concrets que sont par exemple les partenariats, l'innovation, les politiques publiques pour étendre la protection sociale aux travailleurs informels?
Pues mucho gusto, Gallagher, Mucho y gusto. muy contenta de estar con ustedes esta mañana. Un saludo a todos en Francia. Y bueno, pues decirles que para nosotros es muy importante el trabajo que se ha hecho en los últimos 7 años. Efectivamente, el instituto, a partir especialmente también de la pandemia del COVID-19, valoró la forma de incorporar nuevas modalidades de aseguramiento. Y ya se mencionaba aquí hace un momento el de plataformas digitales. Y en ese sentido, fuimos muy receptivos trabajando con la Secretaría del Trabajo y Provisión Social para justo entender las razones de las plataformas, su resistencia. Teníamos 3 años de diálogo con ellos y no querían hacerlo. Y por el otro lado, la demanda de las diferentes organizaciones sindicales y agrupaciones de repartidores y de conductores para que esto se hiciera. Y a partir de eso, de mucho diálogo, fueron 6 meses, pudimos poner en operación las reglas e instrumentar un piloto que fue del 1 de julio al 31 de diciembre. Y eso efectivamente fue incorporando poco a poco pues a muchas personas. La Secretaría del Trabajo puso los factores de exclusión en cuanto al salario, y lo que queremos decirles es que en promedio fueron 165,000 personas al mes que fueron incorporadas. En el mes de diciembre fueron 206,000 personas. Entonces, para nosotros se desmoronaron muchos mitos, especialmente porque nos decían que íbamos a matar a la gallina de los huevos de oro. No fue así. Que se iban a ir del país, tampoco. En la mesa empezamos con 4, terminamos ahorita con 16, y hace una semana estábamos platicando con 3 nuevas pues negocios de plataformas de reparto que tienen interés, obviamente, de cumplir con la ley. Y bueno, también los mitos, a diferencia de otros países, es que en México es sobre todo de hombres. 1% nada más son mujeres, y la otra es que casi todos son mexicanos, solo 7% son extranjeros, a diferencia de en otros países que prácticamente la conducción y el reparto de este tipo de plataformas digitales pues son transnacionales, es de extranjeros. No es el caso en nuestro país. Entonces, pues estamos muy contentos de que a partir de un compromiso que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella fue quien mandó la iniciativa al Congreso. El Congreso mexicano aprobó la reforma y bueno, pues ya estamos operando con las reglas y bueno, pues escribiendo lo que será un nuevo capítulo en la ley del Seguro Social. Merci Madame Obrador Garrido, des chiffres fascinants que vous nous donniez, des distinctions aussi très intéressantes entre notamment la situation au Mexique, notamment celle des travailleurs étrangers, la proportion par rapport aux travailleurs locaux dans le travail informel, et notamment par le biais des plateformes digitales, très très intéressant. Vous parliez du dialogue avec les organisations, les partenaires syndicaux. Eh bien, il se trouve que nous avons Alejandro Rangel Segovia, représentant, je le disais, du syndicat des travailleurs de l'industrie métallurgique, mécanique et automobile, le CITIM, ici au Mexique. Dans le cadre, Monsieur Rangel Segovia, de cette table ronde sur le passage donc, du cadre normatif à la pratique, comment votre syndicat contribue-t-il à garantir des conditions de travail décentes sur le terrain, notamment face au défi de l'informalité? Gracias, señor Gallagher. También quiero decir que soy secretario de vinculación y diálogo social de la Confederación de Trabajadores de México. Très important. Y dejo un saludo de Tereso Medina, nuestro secretario general de la Confederación. Desde lo sindical estamos nosotros viendo que poder volcar a la formalidad a los jóvenes y mujeres que principalmente están en la informalidad hoy en día en México, tiene que ver mucho con que los trabajos formales que hay hoy sean dignos, pero que sean ejemplares. Tengo la experiencia desde mi padre, que él trabajó como mozo, como en varios trabajos, antes de entrar a una fábrica de cigarros, allá por los años 50, y ahí él sintió un gran orgullo por estar en esa fábrica. Yo mismo primero fui ayudante de carpintero, después fui otros trabajos menores. Cuando tomé un taxi, la dueña del taxi me dio seguridad social, cosa que sucede muy poco en este país, y estamos hablando de los años pues por allá del siglo pasado, a los 90s. Entonces, tener trabajos formales dignos y ejemplares hace que los jóvenes y mujeres que están en la informalidad los vean como un objetivo a alcanzar. Pero si no tenemos trabajos formales que sean presumibles, porque
los empleadores de estas grandes fábricas o de grandes almacenes derrotan en prestaciones y en salarios, no hay ánimo para los otros de incorporarse a la formalidad. Vous utilisez le mot exemplaire. Est-ce que vous pouvez le définir pour nous? Sí, que tengan salarios más que suficientes. Y hoy día el salario mínimo que se ha venido dignificando es para quien, sin menospreciar el trabajo de nadie, pero quien puede tomar una franela y limpiar unas mesas, quien está agregando valor en una línea de producción debería ganar 2, 3 o 4 veces ese salario mínimo. Esto ha venido a menos. Antes, cuando el salario mínimo era tan pequeño, se ganaban esos 3 veces el salario mínimo o 4 veces. Hoy se gana 1.5 veces el salario mínimo. No es un trabajo ejemplar entonces. Se agrega mucho valor, se logra mucha productividad, se logran muchas exportaciones, muchas ventas, pero no se ve reflejado en una curva de ascenso de los salarios en general en México, de las fábricas más grandes. Y esto, bueno, es un señalamiento que tenemos a nivel internacional. Le doy un ejemplo más. En Silao llegó una fábrica de motores de Volkswagen, contrató perfiles ocupacionales de profesionistas para ser obreros calificados, y cuando les dijeron cuánto iban a ganar, estallaron una huelga, porque dijeron, ¿cómo? Mi primo que es taxista es informal, pero gana más. Tenemos entonces 2 vertientes en México. Uno, hacerlo por la obligación hacia los patrones, aunque sean de pequeñas microempresas, y habría que hacer una dinámica mucho más fuerte entonces de inspección de esos trabajos para obligarlos a que le den la seguridad social a sus trabajadores, pero regularmente son las propias personas quienes dicen, no me interesa, porque tengo que pagar impuestos, porque tengo que pagar el seguro social, y entonces yo quiero ganar más en este trabajo, aunque no me esté dando seguridad social. ¿Cómo hacer atractivo entonces el trabajo formal, dignificándolo más y haciendo crecer sus salarios y sus prestaciones? Sí, gracias. Merci, Monsieur Rangel Segovia. Peggy Martinello, j'aimerais me tourner à nouveau vers vous, toujours en direct depuis Madrid, en Espagne, depuis les bureaux de la fondation que vous représentez pour l'internationalisation des administrations publiques, dont j'ai dit en la présentant qu'elle est quelque part l'homologue d'Expertise France, donc l'agence espagnole de coopération technique internationale. Quels principaux enseignements vous tirez de vos projets en matière d'amélioration de la coopération entre les acteurs de cette équation que nous abordons aujourd'hui autour de cette question du travail décent? Je pense aux institutions publiques, à la société civile et aux acteurs économiques, entre autres. Bueno, creo que desde luego una lección clave es que la formalización no se puede abordar únicamente desde la perspectiva del control o de la sanción. Es decir, que si nos dedicamos únicamente a esto, ¿no? Las empresas no van a tener incentivos para formalizar, con lo cual hay que actuar en varias palancas, ¿no? A la vez. Otro mecanismo potente, evidentemente, son los incentivos para las empresas. Y un tercer pilar son los mecanismos de diálogo y concertación. Y ahí, un poquito en la línea con el ponente anterior, quería insistir, ¿no? 2 minutos sobre estos mecanismos de diálogo. Los mejores resultados de formalización se alcanzan cuando se crean espacios de confianza, espacios de diálogo, espacios de acuerdo y a veces desacuerdo, pero donde se buscan soluciones conjuntas entre ministerios, entre gobiernos locales, entre el sector privado, los sindicatos, organismos de la sociedad civil, centros educativos, es decir, poniendo los actores que tienen que participar de una política de formalización del empleo, ponerlos en el mismo espacio para que encuentren soluciones conjuntas. El diálogo social ha sido históricamente una seña de identidad de modelos sociales democráticos y parece, es verdad que parece un poco anacrónico, ¿no? En la época actual apostar por el diálogo, por el consenso, pero desde las lecciones aprendidas, y es un poquito la pregunta también que me hacías, observamos que es fundamental. Si no está esta pata en una política pública y en particular en materia de empleo, no funciona. En EU for Decent Work, y me imagino que Eduardo lo comentará tal vez con más detalle, tenemos algunos ejemplos muy significativos, ¿no? Hay un ejemplo en particular
de mesas territoriales de diálogo que consisten precisamente en reunir en torno a un sector y a un espacio territorial que traspasa las fronteras administrativas, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el sector automotriz, el sector hostelero, consiste en reunir a aquellos actores que están participando del sector desde su perspectiva particular, ponerlos a dialogar, a pensar conjuntamente cuál es la situación del sector, cuáles son los retos, cuáles son las dificultades y cuáles pueden ser las soluciones conjuntas en términos de incentivos, en términos de soluciones adecuadas para los trabajadores. Merci Madame Martinello, très intéressant. Et Eduardo Leport, je le disais, vous dirigez le projet EU for Decent Work ici au Mexique. Quelle stratégie est-ce que vous mettez en place pour garantir l'accès au travail décent à tous, y compris aux plus vulnérables? Es una pregunta muy importante. Lo fundamental es la concepción de cómo trabajar un programa de cooperación. La relación estrecha con el gobierno federal, particularmente con la Secretaría de Trabajo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, es la condición esencial. En un Estado federal como México, también es muy importante abrir ese espacio de colaboración con las entidades federativas y con sus distintas dependencias laborales, económicas y de finanzas. Esa vinculación con el sector público, a su vez, necesita también realizar una conversación más amplia y un involucramiento del sector privado a través de sus múltiples instancias de representación, lo mismo que con el sector sindical y la sociedad civil y, por supuesto, la academia. En esos espacios de concertación y diálogo, lo importante es trabajar en soluciones concertadas. Nosotros hemos propuesto 4 ejes estratégicos de intervención. El primero apunta a hacer análisis que permitan generar elementos que sustenten políticas en promoción de la formalidad laboral. El segundo es, con el acompañamiento de instituciones y organismos europeos homólogos, fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de las autoridades laborales, tributarias y de la Seguridad Social en México. Luego, en un tercer nivel, ponemos en marcha estos mecanismos de intervención multinivel y multiactor, como que mencionaba anteriormente Peggy. Eso es un ejemplo muy valioso de la experiencia que estamos realizando. Y por último, en un cuarto nivel, implementar proyectos pilotos que sean innovadores, que sean replicables y que tengan capacidad de escalabilidad para luego alimentar el primer nivel estratégico del diseño de las políticas. Eduardo Leport, directeur donc, du projet EU for Decent Work ici au Mexique. Très intéressant ce que vous mentionnez, cette nécessité de faire travailler ensemble et dialoguer ces différents partenaires, ces socios comme on dit ici, le public, le privé, l'Institut mexicain de sécurité sociale, les partenaires syndicaux. Si je peux me tourner vers vous, Luisa Obrador Garrido, de l'Institut mexicain de sécurité sociale. Parlez-nous peut-être des réformes fédérales récentes qui justement ont permis de renforcer l'accès aux soins et à la couverture sociale. Pues decirles que reconociendo que hay muchas áreas de oportunidad, desde hace 4 años se estableció un piloto en el estimado de que en México existían 2.3 millones de personas dedicadas a trabajo del hogar, por ejemplo, y en ese piloto lo que se estableció fue después un capítulo dentro de la Ley del Seguro Social para brindar aseguramiento a este sector, darle visibilidad y justo lo que se hablaba en el bloque anterior, que estas personas tengan el derecho humano cubierto, el derecho al trabajo y su reconocimiento. El piloto dejó experiencias importantes y ya la aplicación, decirles que en el mes de abril cerramos de este año con 60,000 personas trabajadoras del hogar registradas, que en lo que va de estos 4 años con el piloto y ya lo que viene operando, aproximadamente hay 50,000 beneficiarios registrados
porque a diferencia de otros países, en el nuestro, en México, la cobertura es al trabajador y a todo su núcleo familiar. Es decir, al padre, la madre, en caso de que sean solteros, o vivan en su núcleo familiar, dentro de su hogar, y a los hijos, concubina, concubino. Y bueno, pues esto sin duda ha sido un paraguas importante. En México, las personas que se dedican al tema de cuidados, al tema del trabajo del hogar en las diferentes vertientes de cocineras, nanas, cuidadoras, jardineros, choferes, en fin, que asisten en los hogares, ellos aproximadamente han podido ya jubilarse 48,000 personas. Entonces, si sumamos, nos parece que esta estrategia del Gobierno de México ha sido muy importante y esto ha sido aprobado. Nuestro consejo es tripartita. Nosotros somos una institución que tenemos un consejo técnico que forma 4 sillas del Gobierno federal, 4 sillas del sector patronal y 4 sillas del sector obrero. La confederación de la que Alejandro es parte tiene silla en nuestra organización. Entonces, ellos han aprobado estas nuevas modalidades y sin duda le han dado visibilidad y han incorporado a las personas trabajadoras del hogar a la seguridad social en la amplia cobertura, que en México es, por supuesto, todo el tema médico, pero también es el tema de, tenemos teatros, tenemos centros de seguridad social, tenemos deportivos, tenemos funerarias, tenemos tiendas, tenemos centros de seguridad social. Entonces, es un paraguas completo para la familia mexicana. Gracias. Eso es lo que nosotros Muy interesante. Felicidades por todo eso. Gracias. Gracias. Justement, vous mentionniez partenaires, vous aussi, syndicaux. Alejandro Rangel Segovia, pendant la première table ronde, on a entendu Rosana Stanchi parler de justement l'écart qui sépare parfois les politiques publiques, donc la théorie, de la réalité sur le terrain. Qu'est-ce que vous notez en matière d'écart entre les réformes, ce qu'il y a sur le papier, politiquement, mais ce que vous constatez sur le terrain dans vos activités justement syndicales? Sí, y está correlacionado con lo corto que me quedé en la respuesta de la pregunta anterior. Lo primero que hacemos es la negociación colectiva. Y lo hacemos en las dos vertientes que el derecho laboral nos da a trabajadores y a sindicatos. Uno, pues previendo el ejercer la obligación de revisar los salarios y las prestaciones junto con los salarios 1 año y 2 años. Pero lo que más nos interesa es la convicción hacia los grandes corporativos empresariales para decirles que ya México les dio muchas ventajas durante décadas para venir a asentarse, para venir a aprovechar una mano de obra cada vez más capaz y que los salarios se han quedado muy por debajo de otros países. Que hoy es día de voltear a ver, y si hoy hay quejas de relativa productividad, es que la productividad la hemos tenido en décadas y se puede demostrar con las curvas ascendentes contra las curvas que los salarios han venido teniendo. Qui peut mettre la pression sur ces grandes organisations? Nosotros la hemos puesto. Afortunadamente llevamos 5 años teniendo el récord de los mejores aumentos porcentuales salariales, pero ha sido con convicción a los corporativos. Decirles, tienes que voltear a ver, porque además planes como el Plan México no pueden funcionar si no hay una capacidad de consumo ampliada, y no va a haber esa capacidad de consumo ampliada si los salarios no se van agregando. Si somos menos dependientes de la exportación y comenzamos a asimilar que aquí podemos comprar los carros que producimos, podemos comprar nuestras hortalizas, las mejores, en lugar de estarlas exportando, podemos dar eso. Pero hacemos algo más con el Seguro Social. En lugar de estarnos quejando de las posibles deficiencias, que las tiene, el retraso en la creación de infraestructura hospitalaria que las tiene, lo que hacemos es, desde hace 25 años, estar cada 2 meses trabajando con ellos para ver los casos más especiales que tenemos que atender juntos. Y esto queremos que lo vean quienes hoy no tienen un trabajo formal, para que tengan una mayor motivación para estar en un trabajo como este. Gracias, merci. Il nous reste très peu de temps. Peggy Martinello, si je peux me tourner avec vous, vers vous et avec vous, pourquoi pas, pour un mot de conclusion. Je vous demande
une bonne pratique en termes de gouvernance que le Mexique, selon vous, devrait mettre en place dans le cadre de cet immense événement sportif qu'il accueille, à savoir la Coupe du Monde, une bonne pratique en matière de promotion du travail décent? Très rapidement, si vous le pouvez, parce qu'il nous reste très peu de temps. Muy bien. Bueno, pues tal vez precisamente hablando de esta gobernanza multiactor, aplicarla también en la parte de preparación, ¿no? Ya es un poquito tarde porque ya está por empezar el Mundial, pero desde luego hay que implicar o tener estos espacios de gobernanza multiactor en la preparación de eventos deportivos, tanto en la planificación para asegurar que se toman decisiones en términos de infraestructura, por ejemplo, que vayan a ser sostenibles y útiles a la población más adelante, como para el control y la supervisión, ¿no? Y esto es clave para asegurar los empleos dignos. Merci Peggy Martinello, toujours en direct depuis les locaux de la FIAP à Madrid en Espagne. Eduardo Lopor, même chose pour vous, très brièvement si vous le pouvez, parce qu'on arrive au terme de cette table ronde. À l'instant, Peggy Martinello parlait de ce qui permet de rendre tout cela durable, sostenible en espagnol. Qu'est-ce que vous faites afin que ce que vous encouragez, ce que vous mettez en pratique dans le cadre du projet EU for Decent Work soit durable? La informalidad no es un fenómeno homogéneo, tiene disparidades sectoriales, regionales, productivas. Por eso nuestra experiencia, la conformación de estas mesas territoriales por la formalización laboral, han sido una experiencia muy buena. En un esquema de colaboración, como hemos mencionado antes, hemos montado 5 mesas territoriales en 5 regiones económicas de México que tienen vocaciones productivas diferenciadas, que están integradas también a cadenas globales de valor, con presencia de empresas europeas y también con capacidades estatales desarrolladas. Algunos elementos innovadores para estos espacios de concertación y de solución muy práctica, orientados a resultados de corto y mediano plazo, son los siguientes. En primer lugar, el compromiso político institucional, la articulación público-privada con la participación de los actores sociales, los enfoques territoriales y sectoriales, metodologías secuenciales. Gracias. Pardon de vous avoir interrompu, il nous reste vraiment très peu de temps. Un bref mot de conclusion de votre part, Madame Obrador Garrido, s'il vous plaît. Pues en México nuevamente tenemos otra modalidad de aseguramiento que surgió en los recientes años y es una a donde voluntariamente cualquier persona, hombre o mujer, puede afiliarse. Entonces, en este sentido, ellos pagan su seguridad social, cotizan con el salario que ellos voluntariamente deciden y con eso tienen los 5 seguros del instituto junto con las otras modalidades que ya vimos. Plataformas es una modalidad obligatoria, personas trabajadoras del hogar es una modalidad obligatoria y esta es voluntaria. Y es maravilloso porque también es posible para que en Estados Unidos mexicanos que viven, estudian y trabajan allá puedan asegurarse y darle cobertura de los 5 seguros a su familia aquí. Gracias, señora Obrador Garrido. Merci, Madame Obrador Garrido. Une très brève conclusion de votre part, s'il vous plaît, à Monsieur Rangel Segovia. Sí, creo que tenemos que seguir muy insistentes. Celebro las mesas de diálogo que desde Europa han venido a promover, son de mucha ayuda. Pero hay que seguir difundiendo mucho más los beneficios de tener un trabajo formal. Los jóvenes que hoy no quieren tomarlo es porque no quieren perder esa libertad que ellos dicen tener en su tiempo. Le tienen mucho temor a estar encasillados en pagar impuestos y en pagarle al Seguro Social. Y si además va a un sindicato, pues pagarle la cuota al sindicato también. Y hay que romper ese tabú, hay que romper yendo más hacia ellos y explicándoles que están perdiendo su futuro por una cuestión simple y básica de un trabajo informal. Merci, gracias, merci infiniment. Il est malheureusement temps de conclure cette table ronde, cette deuxième et dernière table ronde. Il me reste à vous remercier tous les 4, en commençant par vous, Alejandro Rangel Segovia. Vous êtes représentant du syndicat des travailleurs de l'industrie métallurgique, mécanique et automobile ici au Mexique, le CETIM. Gracias, merci encore une fois. Luisa Obrador Garrido, directrice du service d'affiliation et de recouvrement de l'Institut mexicain de la sécurité sociale, l'IMSS. Gracias, merci à vous également. Eduardo Lopor, directeur et expert
principal du projet EU for Decent Work mis en œuvre par Expertise France ici à Mexico. Gracias, merci. Et enfin, Peggy Martinello qui est en direct depuis vos locaux à Madrid en Espagne, directrice du département administration publique et affaires sociales à la FIAP, la Fondation pour l'internationalisation des administrations publiques. Merci Peggy. On conclut cette émission par notre séquence perspective. Et c'est chez vous, Madame l'ambassadrice, que nous venons la chercher, cette perspective. Merci infiniment de nous accueillir dans la sublime résidence de France, ici au Mexique, en cette année qui est si particulière, à la fois pour vous, puisque je crois que depuis mai dernier, cela fait 2 ans que vous êtes installé ici. C'est également le bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, une histoire, vous ne me direz pas le contraire, qui est riche de coopération, d'amitié. Est-ce que vous pourriez nous dresser le portrait de ce que la France et le Mexique font ensemble, main dans la main, pour avancer en direction d'un travail décent pour toutes et tous ? Bien, merci, bienvenue dans cette belle résidence de la République. Très heureux de vous accueillir pour parler d'un sujet très important. Et en effet, nous fêtons cette année le bicentenaire de nos relations diplomatiques avec le Mexique et l'occasion de mesurer aussi la profondeur historique de notre partenariat, mais également de nous projeter en avant dans cette relation pour affronter aussi les défis communs que nous avons. Et nous avons une présence très forte. Comme vous le disiez, nous avons près de 300 000 apprenants français ici au Mexique, dans les lycées, dans les 31 alliances françaises, lycées français, et dans le système éducatif mexicain, bien sûr. Et bien sûr, la question sur le travail décent, c'est un de nos secteurs important de collaboration. Nous avons une collaboration forte avec le ministère du Travail et de la Prévision sociale. Qu'on a entendu au cours de l'émission, qui était bien représentée. Formidable. Et puis l'IMSS, bien sûr, aussi. Oui, pareillement représenté, oui. Voilà, et nous travaillons ensemble sur la question de la formalisation du travail, sur la question aussi de l'emploi des femmes et de la valorisation de ces travaux, de ce travail invisibilisé, dans lequel nous avons aussi beaucoup de coopération, par exemple, sur les hogares, les travails domestiques, qui n'ont pas beaucoup de droits sociaux et sur lesquels qui sont souvent des femmes d'ailleurs, me semble-t-il. Absolument. Et ça rejoint complètement notre politique de diplomatie féministe et de attention aux droits des femmes et du travail et des femmes, de l'égalité salariale, de l'égalité des droits. Et c'est une des valeurs que nous partageons avec le Mexique. Une autre raison pour laquelle cette année est si particulière, ça n'aura, Madame l'ambassadrice, échappé à personne, et on le sent, cet enthousiasme populaire autour de nous, c'est qu'en cette année, le Mexique, aux côtés des États-Unis et du Canada, fait partie donc de ces 3 pays qui accueillent la Coupe du Monde. On le sait, en marge de ces grands événements, qu'ils soient culturels ou sportifs, il y a souvent des secteurs qui se retrouvent sous tension. Je pense à la restauration, à la construction, au service d'une manière générale, ou à l'hôtellerie. Que fait la France spécifiquement dans ces domaines pour, encore une fois, promouvoir aux côtés du Mexique et avec lui le travail décent ? D'abord, rappeler que ce sera une excellente occasion pour le Mexique de montrer son dynamisme, sa modernité, et ce sera une grande fête pour le Mexique ici, de recevoir le mondial. Alors bien sûr, c'est aussi l'occasion, et on le voit dans tous les grands événements sportifs, l'occasion de renforcer aussi la question des droits sociaux et la question du travail décent dans la préparation et dans la tenue de ces grands événements. Et puis c'est aussi une occasion de partenariat, et c'est notamment l'objet du projet EU for Decent Work, qui est monté avec l'Union européenne et dans lequel Expertise France et l'AFD sont très engagés dans des occasions de dialogue social, d'échange de bonnes pratiques avec les institutions mexicaines et les institutions françaises très engagées. Au-delà de cette thématique du travail décent et de son corollaire qu'est la protection sociale, quelle priorité, Madame l'ambassadrice, identifiez-vous en matière de défis à le relever dans un avenir proche et dans le cadre de cette relation bilatérale entre la France et le Mexique ? Alors en effet, nous sommes à un moment
je dirais, très fructueux de nos relations diplomatiques après la rencontre entre les deux présidents lors de la visite d'Emmanuel Macron au Mexique le 7 novembre dernier et la relance avec la présidente Claudia Sheinbaum de notre partenariat stratégique. Et nous avons signé il y a une semaine notre plan d'action modernisé qui va être un peu notre feuille de route pour les prochaines années. Et dans ces domaines de coopération, je pourrais en citer 4. Le premier, la santé, bien sûr, important en lien, bien sûr, avec la question du travail décent, l'accès à la sécurité sociale qui est tellement important pour les populations aussi les plus vulnérables. Un autre secteur, c'est l'éducation. Nous sommes très engagés en matière d'éducation, alors à la fois pour offrir des possibilités d'éducation en France dans la mobilité académique, également la formation professionnelle, ce qu'on appelle ici l'éducation duale, et qui est très recherchée. Et le modèle français est devenu le modèle de référence ici au Mexique. Donc nous travaillons dans ce domaine. Un autre, bien sûr, grand sujet, c'est l'environnement. Et nous accompagnons cette transition verte, la transition énergétique, des grands projets de l'Agence française de développement dans ce domaine, également la protection de la biodiversité. Et puis un autre secteur, c'est le domaine culturel. Et nous allons avoir un grand festival culturel, la Gran Fiesta Franco-Mexicana, à l'automne prochain. Ce sera l'occasion aussi de valoriser, de montrer aussi ce que la France fait en matière d'innovation, de culture, mais dans une approche de co-création avec les Mexicains. Muchísimas gracias, merci infiniment, merci Madame l'ambassadrice, merci de nous avoir accueillis à la résidence de France. Mucho gusto, ravi. Et merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi ce rendez-vous de l'expertise consacré au travail décent. Hasta luego, à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'expertise.